Imaginez un instant, vous avez tout, une belle maison, une vie confortable, un père adoptif aimant, mais vous êtes aveuglé par le ressentiment, le désir de contrôle et une forme insidieuse de préjugés. Vous décidez de jeter dehors cet homme qui vous a tout donné, sans un regard en arrière. Et si je vous disais que cet homme si humble, si effacé, cachait un secret qui allait non seulement bouleverser votre vie, mais vous laisser avec le poids d'un regret éternel et le fantôme de 5 millions de dollars perdus? Restez avec nous pour découvrir cette histoire poignante de trahison, de préjugés et de justice inattendue. Vous ne verrez plus jamais les gens de la même manière. Élodie Dubois avait toujours eu ce qu'elle voulait. Fille unique d'un couple aisé, elle avait été élevée dans le confort et l'insouciance. À l'âge de 7 ans, le destin frappa cruellement. Ses parents biologiques périrent dans un accident de voiture. C'est là qu'Arthur, le jardinier de la famille, un homme noir d'une soixantaine d'années, veuf et sans enfant, entra dans sa vie d'une manière inattendue. Les parents d'Élodie, ayant toujours eu une grande estime pour la loyauté et la gentillesse d'Arthur, l'avaient désigné dans leur testament comme tuteur d'Élodie, avec une pension confortable pour subvenir à leurs besoins, gérée par un fiduciaire jusqu'à la majorité d'Élodie. Arthur, un homme au cœur d'or et d'une dignité inébranlable, avait accepté cette immense responsabilité avec une humilité touchante. Il avait troqué ses outils de jardinier pour le rôle de père. Il avait déménagé dans la grande maison familiale d'Élodie, veillant sur elle avec une tendresse infinie, lui lisant des histoires chaque soir, l'emmenant au parc, l'aidant avec ses devoirs. Il n'avait jamais cherché à remplacer ses parents biologiques, mais à être une présence stable, aimante et protectrice dans sa vie. Mais, pour Élodie, à mesure qu'elle grandissait, Arthur devenait de plus en plus une ombre encombrante. L'enfant qu'il aimait inconditionnellement avait laissé place à une adolescente, puis à une jeune femme, qui voyait en lui un reliquat du passé, une présence démodée, surtout différente. Arthur était noir, et dans les cercles sociaux d'Élodie, où la superficialité et le jugement rapide régnaient en maître, sa présence était, à ses yeux, une source de malaise, voire de légère honte. Elle n'admettait pas ses pensées à voix haute, bien sûr, mais elle rongeait son inconscient. Elle avait des amis de son âge, des fréquentations élégantes qui vivaient dans des quartiers huppés. Et Arthur, avec ses manières simples, son accent léger, ne collait pas. Dès ses 18 ans, Élodie avait pris le contrôle de l'héritage de ses parents. La pension d'Arthur, bien que généreuse, n'était qu'une fraction de sa fortune. Elle avait continué à vivre dans la grande maison familiale, maintenant libre de toute tutelle. Arthur, lui, était resté, par habitude, par amour, et parce qu'Élodie ne lui avait pas explicitement demandé de partir. Il continuait à s'occuper de la maison, à faire la cuisine, à entretenir le jardin, comme s'il était toujours le jardinier, mais avec la tendresse d'un père. Il était devenu une sorte de présence domestique, discrète et toujours disponible, mais de moins en moins considérée par Élodie. Élodie, maintenant dans la jeune trentaine, était une femme ambitieuse, travaillant dans l'immobilier de luxe. Elle était belle, sophistiquée, mais de plus en plus froide et calculatrice. Elle fréquentait un homme d'affaires prospère, Marc, qui était, comme elle, obsédé par l'image et le statut social. Marc avait une influence grandissante sur Élodie, l'encourageant à moderniser sa vie, à se débarrasser de tout ce qui n'était pas haut de gamme. Et Arthur, malheureusement, ne rentrait pas dans cette catégorie. Élodie, c'est vrai que ton euh, majordome vit toujours ici, avait demandé Marc un soir, son ton teinté d'un léger dédain. Je veux dire, tu as les moyens d'avoir quelqu'un de plus discret. Ou un jeune couple, tu sais, pour le standing. Ces remarques, couplées à son propre désir de rompre avec son passé, renforcèrent la conviction d'Élodie. Arthur devait partir. Elle en avait marre de cette présence constante.
de ses petites attentions qu'elle percevait comme intrusives, de son silence qui lui rappelait constamment l'obligation qu'elle avait envers lui. Elle ne voyait plus l'amour désintéressé, mais une charge, un obstacle à sa nouvelle vie parfaite. Le jour de la confrontation arriva sans prévenir. Élodie était revenue d'un week-end à la campagne avec Marc, irritée par un problème professionnel. Elle trouva Arthur dans le salon, en train de lire tranquillement un livre, sa tasse de thé posée sur la petite table basse. La vue de sa silhouette apaisée, installée là comme un meuble ancien, déclencha une colère sourde en elle. « Arthur !» commença-t-elle, sa voix sèche, tranchante. « Nous devons parler. » Arthur posa son livre, un léger froncement de sourcils sur son front. « Oui, ma chérie. » Il l'appelait toujours « ma chérie », un vestige de l'époque où elle était une petite fille blottie contre lui. « Il faut que tu partes », déclara Élodie sans préambule. Chaque mot comme un coup de marteau. J'ai besoin de mon espace. Cette maison est la mienne maintenant. Et tu n'y as plus ta place. Arthur ne répondit pas immédiatement. Il la regarda, ses yeux sombres, autrefois remplis de tendresse, trahissant maintenant une profonde blessure. « Je comprends, Élodie, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Je comprends. » Il n'y eut pas de colère, pas de supplication, juste une immense tristesse et une acceptation silencieuse. Cette dignité désarma Élodie l'espace d'un instant, mais sa détermination revint vite. « Bien, alors il faut que tu trouves un endroit où aller. Je te donne... une semaine. Je t'aiderai avec les démarches et je te donnerai de quoi te loger pour un temps. » Elle prononça ces mots comme si elle faisait une grande faveur, comme si elle lui offrait une aumône plutôt que de rembourser des années d'amour et de dévouement. Une semaine plus tard, un petit matin gris, Arthur quitta la maison où il avait vécu pendant plus de 30 ans. Il emporta avec lui une unique petite valise élimée, contenant quelques vêtements, des photos jaunies d'Élodie enfant et de ses parents, et un vieux livre de philosophie. Il n'avait pas demandé d'argent, refusant l'offre d'Élodie avec un simple hochement de tête. Il n'y eut pas d'adieu ému. Élodie était partie travailler tôt, évitant la confrontation finale. Arthur est parti silencieusement, son ombre s'effaçant derrière la grande porte. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que dans la doublure discrète de cette petite valise élimée, Arthur transportait bien plus que des souvenirs et un vieux livre. Il transportait une fortune, 5 millions de dollars. Cet argent n'était pas le fruit d'une escroquerie ou d'un coup de chance récent. C'était l'héritage lointain d'une branche de sa famille aux États-Unis, une lignée dont il avait perdu la trace pendant des décennies et qui avait été retrouvée par un cabinet d'avocats acharnés. Des investissements judicieux faits par un oncle éloigné, accumulés sur des générations, et qui lui revenaient de droit. La somme, gargantuesque, lui avait été notifiée quelques mois auparavant, mais Arthur, homme de principe et d'une humilité rare, n'avait pas cherché à en faire étalage. Il avait prévu d'en parler à Élodie, de partager cette inattendue bonne fortune avec elle, la fille qu'il avait élevée comme la sienne. Mais le moment de l'expulsion avait gelé ses intentions. Il avait choisi de partir en silence, emportant son secret, sa dignité et sa douleur. Arthur ne disparut pas de la surface de la terre. Il déménagea dans une petite ville côtière, loin de la frénésie de la capitale. Il acheta une modeste maison avec vue sur la mer, une maison charmante et sans prétention. Il passe ses journées à jardiner, à lire, à marcher le long de la plage. Il fit quelques dons importants à des associations caritatives, soutenant l'éducation des enfants défavorisés et la protection des animaux, toujours dans l'anonymat. Il n'avait pas besoin de reconnaissance. Sa richesse était intérieure. Pendant ce temps, la vie d'Élodie, initialement marquée par un sentiment de soulagement et de liberté, commença à prendre un tour inattendu. Marc, son petit ami, s'avéra être bien moins charmant que prévu. Il était dépensier, égoïste, et surtout, il attendait d'Élodie qu'elle finance de plus en plus leur train de vie luxueux.
Les affaires d'Élodie connurent un ralentissement dû à un marché immobilier instable. Ses investissements se révélaient moins fructueux. L'argent, qui avait toujours été une source de sécurité, commençait à devenir une source d'angoisse. La grande maison, autrefois emplie de la présence silencieuse d'Arthur, semblait maintenant vide, glaciale. Le jardin, si bien entretenu par ses mains expertes, commença à s'étioler, envahi par les mauvaises herbes, reflétant le désordre croissant dans la vie d'Élodie. Les souvenirs de l'enfance, autrefois doux, étaient maintenant teintés d'une amertume lancinante. Une voix intérieure, qu'elle s'efforçait d'ignorer, lui rappelait sans cesse la gentillesse d'Arthur, la sécurité qu'il lui avait apportée. Un soir, alors qu'elle cherchait de vieux documents dans le bureau de ses parents, Élodie tomba sur une lettre oubliée, datant de quelques mois avant son expulsion d'Arthur. C'était une lettre d'un cabinet d'avocats, adressée à Arthur, mais ouverte par inadvertance par sa mère avant l'accident. La lettre mentionnait des recherches généalogiques et une affaire de succession substantielle le concernant. La mère d'Élodie, avec sa prévoyance habituelle, avait ajouté une note manuscrite. « Arthur, c'est formidable. Il faut que nous en parlions et que nous nous assurions que tu sois bien conseillé. » Le sang d'Élodie se glaça. Une succession substantielle? À cette époque, elle n'avait pas fait attention, pensant qu'il s'agissait de quelques milliers d'euros. Mais maintenant, avec le recul et la discrétion d'Arthur, une terrible hypothèse commença à prendre forme. Poussée par une curiosité morbide et un mélange d'anxiété et de peur, Élodie engagea discrètement un détective privé. Elle lui demanda de retrouver Arthur et de faire des recherches sur son passé récent. Quelques semaines plus tard, le détective revint avec son rapport. Arthur Dial, l'ancien jardinier et père adoptif, avait bel et bien hérité d'une somme colossale, 5 millions de dollars, suite à la liquidation d'un trust familial aux États-Unis. Il avait acheté une petite maison et surtout, il avait fait des dons significatifs et discrets à diverses œuvres de bienfaisance. Le monde d'Élodie s'écroula. Non seulement elle avait chassé l'homme qui l'avait aimé plus que quiconque, mais elle l'avait fait juste avant qu'il ne reçoive une fortune qu'il aurait sans doute partagée avec elle. La jalousie, la stupéfaction et un regret cuisant la submergèrent. Elle avait tout eu et elle avait tout gâché, par son égoïsme, ses préjugés, son incapacité à voir au-delà des apparences. Les 5 millions de dollars étaient une somme astronomique, mais la perte d'Arthur, de son amour inconditionnel, de sa sagesse tranquille, était inestimable. Elle tenta de le contacter. Elle se rendit à l'adresse que le détective lui avait fournie. Arthur l'accueillit poliment, sans rancune apparente, mais avec une distance infranchissable. Il n'y avait plus la tendresse d'antan dans ses yeux. Il l'écouta, impassible, alors qu'elle balbutiait des excuses, des regrets, des tentatives maladroites de justification. « Élodie, » dit Arthur d'une voix douce mais ferme, « je t'ai aimée comme ma propre fille. J'ai tout sacrifié pour toi, mais tu as fait ton choix. Tu as choisi la superficialité, le jugement. L'argent, ma chérie, ne comble pas le vide dans le cœur. Il ne rachète pas le respect, ni la vraie valeur des gens. J'espère que tu trouveras la paix. » Il n'y eut pas de pardon total, pas de réconciliation. Arthur était un homme bon, mais il n'était pas naïf. La blessure était trop profonde. Élodie revint chez elle, seule, hantée par l'image de la petite valise élimée, par le regard blessé d'Arthur, et par le poids des millions qu'elle avait jetés dehors avec lui. Elle avait voulu la liberté, et l'image parfaite, et elle avait obtenu la solitude et le remords. L'ironie était cruelle. En chassant l'homme qui l'avait élevée, elle avait non seulement perdu un père aimant, mais aussi la chance de partager une richesse qu'elle avait toujours recherchée, mais qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. Son histoire devint un avertissement silencieux, un rappel que la vraie valeur des gens ne se mesure pas à leur statut social ou à la couleur de leur peau, et que le mépris et l'ingratitude ont souvent un prix inestimable. Un prix que l'on paie non pas en argent, mais en regret éternel. Cette histoire vous a-t-elle touché? Vous a-t-elle fait réfléchir sur vos propres jugements?
Pensez-vous qu'Élodie méritait cette fin? Partagez vos pensées et vos émotions en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires, qui, nous l'espérons, continueront à vous faire réfléchir sur le monde qui nous entoure.